Bonsoir à tous. On va commencer notre conférence, notre afterwork autour de, de la question que nous avons souhaité poser, comment retrouver donc un travail ou chercher un nouveau job, notamment en cette période complexe de crise sanitaire. Donc je suis accompagnée ce soir de Stéphane, qui est co-président du Club Sean Pro. Donc, nous allons accueillir ce soir Yamina Mouka, fondatrice de l'agence de chasse Cherche Suzanne désespérément, et de Jean-François Alain, qui est directeur de la communication de Dalkia, du groupe EDF. Alors, avant de commencer, nous souhaitions, notamment pour ceux qui nous connaissent peut-être un peu moins, présenter le club Jeunes Pro et l'ADTEM. Donc, l'ADTEM est la première association de marketing donc en France. Nous avons aujourd'hui 1000 adhérents un peu partout en France. Pour animer en fait ces adhérents, nous avons 16 clubs, disons métiers. Ça va du B2B au luxe en passant par les banques et les assurances. Et nous avons 4 clubs régionaux pour pouvoir animer vraiment tout le territoire et pouvoir accompagner les marketeurs et les communicants en France. On organise 80 événements par an. Et on a pu organiser avec Stéphane pas mal d'événements ces dernières années. Pour vous citer les derniers, donc on a travaillé avec Frishti pour organiser un after-work autour du monde de la livraison. Il y a eu une explosion d'ailleurs ces derniers mois en raison de la crise sanitaire. On a accueilli également la fondatrice de la société Respire, qui a fait un buzz énorme et qui a même assisté à une émission télé autour de la création de l'entreprise. Donc, Justine, qui est venue nous présenter son entreprise, etc., etc. Et vous nous manquez, parce qu'on a l'habitude, en fait, d'organiser ces after-work ou ces événements autour d'un verre, tout en pouvant vous rencontrer réellement. L'offre online permet quand même de maintenir ces événements pendant cette crise sanitaire, mais on a hâte de vous retrouver. Et on espère rapidement, dès qu'on pourra, organiser de nouveau des conférences en présentiel. Donc, les prochains événements de l'ADTEM, le 3 juin, c'est le Club Luxe qui va organiser une conférence autour de la e-rencontre événementielle. Donc, la thématique sera « E-rencontre événementielle dans le luxe aura-t-elle lieu ?» Donc, c'est une thématique assez intéressante à étudier, parce qu'on a vu que dans le domaine du luxe, les sociétés ont dû s'adapter pendant cette période et puis vendre leurs produits en ligne. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes à étudier. Je vais maintenant laisser la parole à Stéphane, qui va nous présenter plus en détail les intervenants et qui va animer donc cette réunion, cette table ronde. À tout à l'heure. Merci, merci Tahani. Tout d'abord, je remercie nos deux intervenants d'être aujourd'hui présents. On a également eu la possibilité de faire cet événement en partenariat avec le groupe InSecu. Donc, le groupe InSecu, en quelques mots, regroupe des écoles d'ingénieurs, des écoles de communication et digitale. Donc, dans nos métiers, vous avez celui de créa, celui de pub. D'ailleurs, Jean-François est diplômé de cette école. Et c'est un groupe qui regroupe une dizaine de campus et qui forme 30 000 étudiants par an. Donc, comme disait Annie, on a hâte de vous revoir dans la vraie vie. Donc, au mois de juillet, l'ADTEM recommencera à faire des événements physiques. Donc, voilà. Et puis, on a voulu, à la fin de cette conférence, garder du temps pour des questions-réponses, mais également du temps pour du networking, qui sera malheureusement virtuel, mais voilà, ce qu'on fera, c'est qu'on sera répartis en salles, et donc vous aurez la possibilité à la fois de poser d'autres questions aux intervenants et également d'échanger entre vous.
Voilà, donc la thématique, c'est trouver, je me souviens, il y a quelques années, on avait fait une thématique sur trouver le job de vos rêves. Alors, je ne sais pas si ce sera le job de vos rêves, mais en tout cas, l'idée, c'est de décrocher sur votre premier job pour les étudiants, soit partir pour de nouvelles aventures. Ce qu'on a voulu, c'est avoir deux intervenants avec un regard complémentaire. Yamina, qui elle a travaillé, travaillé avant dans un cabinet de chasse, avant de confonder son cabinet avec deux autres associés. Et donc, ce qui est intéressant dans son regard, puisqu'elle est spécialiste de nos métiers, hein, de la data, l'innovation, le digital, le marketing, la communication, elle a une vision très globale du marché sur différents secteurs. Donc, elle nous donnera des petits tuyaux sur la recherche et ce qu'attendent plus particulièrement les cabinets de recrutement. Et Jean-François Alain, donc, qui travaille depuis quasiment 25 ans au sein du groupe EDF, est directeur de la communication de Dalkia. Et donc, lui, il a l'habitude, soit en direct, soit via ses équipes, de recruter au sein de sa direction marketing. Et donc, nous donnera un regard de personnes qui recrutent directement pour sa direction, avec une orientation aussi B2B. On oublie souvent de parler du B2B. Tahani, d'ailleurs, travaille dans le B2B. Donc, il y a aussi des belles opportunités pour les jeunes et les seniors en B2B. Justement, là, si on commence une première question, on va prendre le cas le plus simple, hein, c'est le cas des étudiants en dernière année. Alors, ils ont eu l'occasion de chercher un stage, mais c'est quand même la première fois qu'ils cherchent un job. Comment lancer sa recherche, par quoi commencer, comment élaborer une stratégie. Yamina, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors non. Là, c'est bon? Là, c'est bon. Bonsoir à tous et merci de nous donner la parole. Alors, votre question, c'est effectivement, quand on est jeune diplômé, c'est au clair, comment faire pour trouver un job. Alors, il y a plusieurs choses. Ça va peut-être vous paraître assez basique, mais c'est fondamental. J'espère que dans le choix de vos stages, vous avez pensé vos stages comme on pense sa carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'un stage est aussi valorisant qu'une expérience professionnelle. Donc ça, c'est un élément vraiment très important. Donc on évite le stage chez des copains, des parents, etc. Surtout si ça n'a aucun intérêt et que ça ne va pas servir votre CV. Donc, ce qui est important, c'est déjà en amont d'avoir fait des bons choix de stage qui correspondent à votre projet professionnel. Et ensuite, effectivement, quand on organise sa recherche d'emploi, c'est un vrai job. Donc, ça veut dire avoir son profil LinkedIn à jour. Ça veut dire faire en sorte que son profil LinkedIn et son CV soient, je dirais, en cohérence. Ça veut dire avoir travaillé son réseau. Ça veut dire, voilà, c'est vraiment une démarche à faire qui est importante, mais elle démarre vraiment. En fait, vous cherchez votre premier job quand vous faites vos études. Et il ne faut pas attendre de se dire, mon premier job, je vais le trouver au moment où j'aurai fini mes études. Non, tout se pense à chaque étape. Et de la même façon, quand vous entrerez dans le monde professionnel, chaque étape doit se penser de façon effectivement à bien mener son projet professionnel. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Amina. Je rajouterai après en termes de recherche, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à aller vers les métiers ou les domaines d'activité qui nous attirent le plus parce que c'est séduisant d'aller effectivement sur le B2C, sur le métier du luxe, voilà. Je pense qu'il faut, en plus de construire son CV, son parcours tout au long de sa formation, après, il faut regarder les secteurs d'activité qui ont des pénuries d'emploi. Aujourd'hui, vu la crise et vu le contexte, malheureusement, il y a encore beaucoup de domaines d'activité qui ne trouvent pas de salariés. Et si l'urgence aujourd'hui, c'est trouver un job et un CDI, pensez déjà à regarder et être très curieux sur ce que vous trouvez sur le net, etc.
les professions, les secteurs d'activité, et dans le domaine industriel, il y en a beaucoup. Dans le domaine de l'énergie, bien placé pour le savoir, on a aujourd'hui du mal encore à recruter nos salariés. Ça sera déjà un moyen d'aller dans un bassin d'emploi qui est actif et qui cherche du monde. Et peut-être passer en second plan le côté cœur, le côté, entre guillemets, plus plaisir. Voilà. Surtout dans cette période un petit peu tendue et de crise et où voilà, la concurrence est rude, il faut passer le cœur en second plan et aller dans des endroits où on cherche du monde. Il y en a en France. Peut-être juste pour rebondir, je suis effectivement d'accord avec cette analyse, sachant que souvent, on a, et je prends l'exemple du secteur B2B, on a forcément, beaucoup de candidats ont une mauvaise image du secteur B2B. Et nous, on le voit parce qu'on a la chance d'accompagner de grands industriels. Et finalement, c'est un peu aussi notre rôle en tant que chasseur, c'est d'expliquer justement tout l'intérêt, l'environnement, l'innovation, l'intérêt stratégique d'aller sur ce type de secteur, des secteurs qui sont en pleine mutation. Donc, souvent, c'est plus une question de méconnaissance, parce qu'effectivement, le réflexe, quand vous faites votre école de commerce ou université, on a le premier réflexe, le B2C. Bon, je passe certains secteurs qui ont du succès, voilà. Mais voilà, c'est souvent en fait une question de méconnaissance et finalement, on le voit, beaucoup de candidats sont très surpris et se disent ah, mais effectivement, je n'avais pas imaginé que travailler dans une entreprise B2B, c'était aussi passionnant, c'était aussi challengeant. Donc voilà, c'est effectivement essayer d'avoir un maximum d'ouverture d'esprit. Et puis, il faut effectivement être très, très ouvert. Oui, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde industriel ou les grands groupes peuvent faire peur parce qu'il y a cette peur du mastodonte et d'être enfermé dans quelque chose où on n'a pas son espace et son terrain de jeu, d'expression. Et on va plutôt vers les startups et le monde de l'agilité, du petit, small is beautiful, etc. Or, c'est des lieux communs. Et dans les grands groupes, on peut effectivement aussi avoir des carrières avec de la mobilité, avec des changements de poste, soit des mobilités fonctionnelles ou géographiques. Et ces grands groupes se transforment et travaillent de plus en plus avec le monde des startups, avec les petites structures et développent des business units pour trouver cette agilité, pour pouvoir offrir d'abord à ses salariés des moyens de se réaliser et d'être beaucoup plus à même de s'adapter aux transformations. Et donc, tous les codes de la PME, les grands groupes, de plus en plus, les adoptent. Donc, voilà, il ne faut pas forcément avoir peur des gros mastodontes de l'industrie parce qu'aujourd'hui, ils cherchent du monde et il y a des carrières à faire. Très bien. Tout à l'heure, Yamina a commencé à parler de LinkedIn. Je pense que vous avez déjà eu l'occasion de postuler sur LinkedIn. Et en fait, on voit rapidement le nombre de candidats sur le poste précis. Et donc, on peut s'apercevoir qu'en 2 jours, vous avez déjà eu 500 candidats, donc 500 concurrents finalement, parce que quelque part, c'est une compétition, parce qu'il n'y a qu'une seule place. Donc, ça peut être un petit peu, quelque part, un peu déprimant. Comment arriver à se démarquer des autres candidats pour déjà, dans un premier temps, décrocher l'entretien et puis ensuite décrocher le job? Alors, le fameux LinkedIn, effectivement, vous dites les candidats peuvent être déprimés. Bon, je les rassure. Dans beaucoup de cas, en fait, les entreprises estiment ne pas avoir toutes les bonnes candidatures. D'accord? Donc, surtout, allez-y, même si vous voyez 350 réponses, si vous pensez que vous avez les bons critères, faites-le surtout, n'hésitez pas. Voilà. Mais le tout, c'est effectivement d'avoir les bons critères. Et puis, un autre point qui est très important, c'est effectivement pour se faire repérer par les chasseurs, parce que c'est l'objectif, les chasseurs, les entreprises, c'est de bien avoir les mots-clés, de bien choisir les mots-clés dans votre parcours, de façon à ce qu'effectivement, on puisse vous repérer. Et alors, on a trop tendance à vouloir tout dire, et finalement,
ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'on se perd un peu dans toutes ces données. Donc, ce qui est important, c'est par rapport à votre projet professionnel, par rapport à vos envies, de bien choisir. C'est un vrai boulot de marketeur. Donc, voilà, ça démarre comme ça, les premières expériences du marketeur. C'est de bien choisir les mots-clés de façon à ce que vous soyez identifié. Et à partir du moment où, effectivement, vous êtes identifié et que vous correspondez à un projet, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner. Oui, alors, pareil, toujours en phase avec Amina, la grande difficulté, effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est d'arriver à se démarquer. Et beaucoup de jeunes déploient des trésors de créativité pour être visibles, pour envoyer parfois des CV très originaux. Parfois, il y a beaucoup de matière et presque trop. Je pense que pour un recruteur, que ce soit un cabinet de chasseurs de tête comme un recruteur, un directeur, souvent le plus court, ce qui va à l'essentiel, c'est ce qui est le plus efficace. Parce que d'abord, on n'a pas forcément un temps indéfini pour pouvoir lire tout ce qu'on reçoit et avec les réseaux sociaux, on reçoit de multiples demandes et on a dans une seule journée pas assez de temps pour pouvoir répondre. Hein, et voilà. Donc, je pense qu'il faut aller à la synthèse, à l'essentiel et coller son CV, en tout cas sa démarche de recherche, à la culture de l'entreprise que l'on vise. C'est presque, quand tu disais, Yamina, il faut faire du marketing de son cas personnel, c'est pareil, il faut se dire qu'il faut là encore être un caméléon et que son approche colle à l'univers, au code de l'entreprise que l'on vise. Parce que si on a un truc trop décalé, trop créatif et qu'on va dans une industrie très classique, un peu poussiéreuse, ça ne va pas le faire. Et inversement, si on s'adresse à une agence de com et qu'on a un CV noir et blanc avec 4 pages, là, voilà, c'est rédhibitoire. Donc, il faut vraiment être ce caméléon et être très curieux. Alors ça, c'est dans toutes les étapes de votre recherche. C'est à la fois quand vous commencez à rechercher sur Internet, mais je dirais, c'est quand vous arrivez à décrocher un rendez-vous, s'il vous plaît, soyez curieux, posez des questions, parce que le nombre d'étudiants ou de chercheurs d'emploi qui arrivent à l'entretien, qui n'ont pas toujours suffisamment préparé et qui ne connaissent pas bien l'entreprise qu'ils ont en face et qui n'ont aucune question. Ben, moi, en tant que recruteur, par exemple, c'est suspect, entre guillemets, quelque part. Je dis, ben, quelle attirance, quelle envie, qu'est-ce qu'il exprime vis-à-vis de mon entreprise. Et ça ne me donne pas forcément envie d'aller vers ce candidat-là qui n'a pas fait la démarche, quelque part, d'être curieux et de travailler. Alors, je sais que c'est du boulot. C'est pour ça que c'est un vrai boulot à temps plein de chercher un job. Hein. Mais aujourd'hui, vu la concurrence, il faut porter cette attention-là, quoi. Donc, soyez synthétique, curieux et posez des questions. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions, au contraire. Pour compléter ce que disait Jean-François, on est dans des métiers du marketing, de la communication. Mettez-vous à la place du client. Donc, ce n'est pas toujours possible suivant les produits et les services, mais allez faire des tests de devis sur Internet, allez dans les boutiques de la marque s'ils ont des boutiques. Vous avez toujours la possibilité d'appeler un call center. Essayez de vous mettre dans la peau du client. Ça vous permettra aussi, en entretien, de montrer que vous avez fait ces recherches, comme disait Jean-François, et puis peut-être de mettre le doigt sur tel était le point d'amélioration et pour que vous arriviez aussi avec des propositions, parce que c'est aussi ce que cherchent les recruteurs. Aujourd'hui, justement sur nos métiers de marketing et communication, est-ce que les attentes sont toujours les mêmes? Et aujourd'hui, quelles sont les attentes des recruteurs face aux candidats? Je ne parle pas des notions techniques, hein, mais… Oui, bien sûr, bien sûr. Sachant qu'on ne répète pas des techniques, donc je suis d'accord avec vous. En fait, je pense que ce qui est important, au-delà des compétences, sachant qu'en France, on a de bonnes écoles, je vois passer beaucoup de jeunes, du bon niveau, jeunes ou moins jeunes, mais on a du bon niveau. Ce qui va intéresser surtout un recruteur, en tous les cas, c'est notre vision du métier, c'est la capacité du candidat à se projeter, à avoir une vision de son métier, de sa fonction. Parce qu'on est quand même dans une configuration où il y a plein de métiers qui n'existent pas encore.
Donc, voilà, les entreprises sont en permanence en mutation, de nouveaux métiers apparaissent. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est quand on est candidat, c'est de se dire c'est quoi mon métier, comment je le vis, comment je ferai ce métier dans quelques années. Voilà, c'est essayer de prendre un peu de hauteur, un peu voilà, un petit côté un peu plus visionnaire. Et c'est vrai que si vous êtes dans cette démarche, vous faites vraiment la différence au niveau de ce qu'on appelle la concurrence. Non, mais vous faites vraiment la différence. C'est-à-dire que, parce qu'une entreprise, quand elle recrute pour aujourd'hui et elle imagine comment la personne sera plus tard dans son entreprise et comment plus tard cette personne pourra évoluer. Donc, on est vraiment dans une dynamique où on se dit, voilà, je vais embaucher telle personne, mais voilà, dans 2 ans, comment je peux la faire évoluer, dans quelle configuration, etc. Donc, ça veut dire qu'en entretien, on va vous titiller sur votre vision, etc. Et du coup, si vous êtes trop focusé sur une fiche de poste et finalement, vous manquez d'agilité dans la pensée, vous risquez de vous retrouver dans le lot des candidatures, on va dire, un peu classiques. Voilà, donc ça, c'est vraiment important, c'est d'essayer de penser son métier. Je pense que le talent se situe à ce niveau-là, vers cette capacité à penser, à prendre de la hauteur. Et alors, quand on a, si pour le coup on revient sur la fiche de poste, quand on sait qu'on a quelque chose qui manque par rapport aux attentes, Ouais. comment arriver à compenser entre guillemets ce manque? Typiquement, exemple, je n'ai jamais travaillé dans tel secteur, c'était un prérequis dans l'annonce, ce qui n'empêche pas que que j'arrive en entretien. C'est une question à un moment donné qui va arriver, on va me dire ah oui mais monsieur, vous n'avez jamais travaillé dans notre secteur. Pourquoi je vais vous prendre vous alors que j'ai jamais travaillé dans mon secteur? D'accord. Alors déjà, si vous avez passé la première étape, c'est qu'a priori le recruteur, lui, est convaincu que c'est possible. Donc, Déjà, a priori. J'espère qu'effectivement, vous, en tant que candidat, vous en êtes également convaincu. Ça rejoint ce qu'on se dit effectivement depuis ce début de réunion, c'est que il faut vraiment, il faut vraiment réfléchir au sens qu'on veut donner, il faut vraiment réfléchir à sa démarche. Et effectivement, si on veut passer d'un secteur à un autre, c'est de se dire quel avantage je peux apporter. Vous voyez, par exemple, des profils qui sont issus du B2C, ça peut être extrêmement pertinent d'aller dans du B2B parce que les entreprises de B2B aujourd'hui, elles ont une communication qui est beaucoup plus ouverte, qui est beaucoup plus grand public. On essaie, je sais pas si oui, tout à fait d'accord, on essaie de démocratiser le monde industriel, la technicité, les technologies, etc., de façon à ce que ce soit accessible. Donc effectivement, on veut des profils capables d'avoir des réflexes de B2C dans le B2B. Et donc ça, c'est voilà, mais ça veut dire effectivement avoir une vraie réflexion dès le départ, avant votre entretien. Surtout si vous êtes convoqué. Pour rejoindre ce que dit Yamina, en fait, il faut faire de ses défauts une force. Si on sait que sur un point particulier, on va être attendu, il faut le préparer en amont et montrer en fait quelque part qu'on n'évite pas l'obstacle, mais qu'on y va et que presque même avant même que la question soit posée, c'est de dire mais j'ai conscience qu'effectivement votre entreprise est sur tel secteur et que là moi j'ai très peu d'expérience, voire pas du tout. Pour autant, voilà, j'ai travaillé ça et ce qu'on recherche avant tout, c'est des gens adaptables. Comme dit Yamina, on recrute un potentiel. On se projette nous pour savoir si dans 3 ans ce candidat ou cette candidate-là pourra faire ça, mais dans 5, dans 10, etc. Alors, je parle pour les grands groupes qui vont essayer de miser sur des carrières. C'est vrai que dans les PME, PMI, aujourd'hui, c'est peut-être pas aussi long terme. Mais quelque part, là où il y a des jobs, c'est quand même aussi dans les grands groupes. Donc, c'est ça, c'est l'adaptabilité. Et donc, sachez travailler les pirouettes qui vont vous permettre de dire, mais voilà, moi, j'ai une note, par contre, j'ai pas ça, mais j'ai travaillé telle expérience dans tel domaine et moi, je peux vous apporter ça. Et c'est là que vous montrez que vous êtes quelqu'un d'agile, de souple et qui sait, entre guillemets, affronter les zones de progrès qu'il doit travailler, mais parce que
vous avez d'autres atouts dans votre manche. Et dites-vous que si vous avez été jusqu'à l'entretien, c'est que ce filtre-là a déjà été vu et que normalement, vous vous intéressez à un recruteur. Sinon, vous ne passez pas ce cap. Ouais. Alors, une question me brûle les lèvres. C'est Stéphane qui anime cette conférence, mais alors moi, je vais être assez cash. Il m'est arrivé, lorsque j'étais vraiment beaucoup plus jeune, d'embellir un peu la réalité en réadaptant certaines choses. Donc, je peux avoir fait quelque chose dans le domaine marketing une fois. Et justement, par adaptabilité, j'ai adapté mon CV en disant que je l'ai fait et que, bien entendu, je sais le faire. Est-ce que ça, on y va, on continue à le faire? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter de faire parce qu'on peut se faire attraper par le recruteur, justement j'ai trouvé que c'était un mensonge plutôt léger, mais et ça s'est bien passé pour moi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire, adapter certaines choses On sait tous qu'il y a un jeu et qu'on est là pour se vendre. Quand on est en phase de recrutement, on a des gens qui sont là pour se vendre et nous, on essaye de savoir la vérité des prix. Donc, je pense qu'on peut, certaines choses, entre guillemets, légèrement arranger la réalité. Après, aujourd'hui, il y a de tels moyens de croiser, de vérifier à travers les réseaux sociaux, à travers des réseaux où on se connaît, etc., que ça se retournera toujours contre vous si on va trop loin dans l'embellissement du CV. Donc, je pense que voilà, on peut présenter son meilleur jour, mais il faut avoir du backup derrière. Quelque part, il faut quand même avoir des billes pour pouvoir argumenter si on creuse un peu le sujet. En tout cas, moi, c'est mon approche quand je reçois des candidats. Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut éviter les mensonges. Après, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est de se dire, par rapport à mon parcours, bon, je suis convoquée dans l'entreprise, donc ça veut dire qu'a priori, j'intéresse l'entreprise. Donc ensuite, il faut essayer d'en faire une vraie force de tout. Et ça n'est pas grave de ne pas savoir faire certaines choses. Au contraire, je veux dire, voilà, les entreprises apprécient de se dire, voilà, je vais recruter tel candidat, mais je sais que sur tel et tel aspect, on va l'accompagner. Sur d'autres, elle est totalement plein cadre. Et du coup, enfin voilà, je pense qu'il faut être quand même dans le vrai et mettre en avant il faut mettre en avant ce qu'on est capable d'apporter à l'entreprise. En fait, c'est surtout ça. Et je pense que c'est toute la difficulté dans un entretien pour un candidat, une candidate, c'est effectivement de se dire, parce qu'on est souvent de se dire, il faut que je décroche le job. Donc, et c'est normal, il y a une pression, etc. Donc, c'est tout à fait logique. Mais c'est vrai que, voilà, une fois que vous avez fait le plus dur, c'est-à-dire décrocher l'entretien, le rendez-vous, c'est vraiment de vous poser, de dire, bon, voilà, qu'est-ce que je peux apporter, quelle est ma valeur ajoutée, voilà, et finalement, ça n'est que du positif. Est-ce qu'il y a des secteurs aujourd'hui, Yamina, qui recrutent plus que d'autres? Oui. Effectivement, on va dire que des secteurs ont pris la place d'autres secteurs, ça comme ça. Alors, les secteurs qui effectivement sont en plein boom, on va dire l'alimentaire, le e-commerce, mais je pense que ce n'est pas un secret d'État, ce que je vous dis là, la santé, le secteur de l'industrie, l'énergie plutôt verte, voilà. En fait, tout ce qui permet d'aller vers un monde plus propre, plus responsable. Voilà, ce sont vraiment ces entreprises qui se développent énormément. Je peux témoigner par rapport à notre secteur. Dalkia donc, est une filiale d'EDF qui s'occupe des services énergétiques et donc justement de décarbonation de l'industrie, donc de tout ce qui est B2B, que ce soit les entreprises, les tertiaires, les industriels, les collectivités locales, etc. Donc tout ce qui est performance énergétique, donc des métiers porteurs de sens dans notre contexte de réchauffement climatique. Et chaque année, on recrute à peu près 2000 salariés. Et malheureusement, on n'arrive pas à pourvoir tous les postes.
Et alors, c'est vrai que sur des métiers un peu plus techniques, c'est là où on a le plus de pénurie. Mais sur le commercial et le marketing, on a aussi parfois du mal à recruter, donc, parce qu'il y a une accélération et que les volumes sont différents d'hier. C'est vrai que c'est des postes qui parfois ne sont pas dans les capitales régionales et dans les endroits qui sont les plus attractifs, et parfois ça peut être dans des petites villes de province. Mais voilà, je pense que c'est aussi, ça doit interpeller les gens qui cherchent aujourd'hui, c'est quel projet et voilà, et quelle mobilité. Je pense que c'est un des grands critères aujourd'hui de recrutement des grands groupes, hein, c'est la capacité à être adaptable et à être mobile, parce que effectivement, l'emploi il se trouve pas toujours dans les grands bassins d'emploi, mais parfois dans les petites métropoles ou petites communes un peu plus reculées, quoi. Même si la Covid-19 a, on va dire, un peu démocratisé le travail. On trouve plus de gens qui veulent venir vivre en province, oui, c'est vrai. Ouais. Oui, ou alors moi je rencontre beaucoup de candidats qui envisagent des carrières à n'importe quel endroit, enfin, en France. Ouais. Voilà, c'est vrai que cette démocratisation du télétravail, alors clairement, je pense qu'effectivement, on ne reviendra pas à l'ancien système. Maintenant, il s'agit de trouver le bon équilibre et voilà, et de faire en sorte que l'entreprise soit plutôt un lieu de vie, mais pour donner envie aux gens de revenir au bureau. Donc ça, cette histoire de lieu de vie, elle est fondamentale. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout la jeune génération, imagine très bien vivre dans le sud et travailler pour une entreprise parisienne sans aucun problème. Moi, j'ai vu des, alors surtout dans le secteur effectivement tech, j'ai vu des candidats qui s'étaient réunis, qui avaient loué une maison en Espagne, au soleil, et qui étaient allés tous télétravailler, à peu près une dizaine, et ils sont allés télétravailler pendant un mois au soleil. Oui, non, mais la crise va bouleverser aussi un peu la donne, hein. Moi, j'ai dans mes équipes des gens qui ont ras-le-bol de la région parisienne. Donc, on est obligé d'adapter, de trouver des modules où ils s'installent en province, ils viennent 1 ou 2 jours par semaine à Paris, ils payent des trajets, on trouve des solutions et le reste du temps, ils sont en télétravail, on est connectés. Ça change aussi le management, ça change les échanges dans le collaboratif, mais il faut s'adapter et ça, je pense, c'est des bonnes solutions pour une qualité de vie au travail équilibrée. Après, tout digital, c'est pas forcément non plus la solution miracle, mais il faut s'adapter. Et donc, les entreprises doivent s'y mettre, quoi. C'est pas simple. Oui, c'est pas toujours simple. C'est pas simple parce que manager son équipe en présentiel et manager une équipe en partie présentielle, une partie distancielle, ça amène effectivement un certain savoir-faire. Ouais. Et effectivement, ça veut dire repenser le système managérial classique. Ouais. Donc voilà, donc c'est beaucoup de choses, beaucoup de mutations dans les entreprises et ça veut dire aussi, voilà, quand je parlais d'agilité, effectivement, il faut avoir cette agilité intellectuelle qui vous permet de vous adapter à différents environnements. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. On a donc un fil de la discussion. Donc, en bas de votre écran, vous devez avoir un bouton discussion. N'hésitez pas à noter vos questions et on les posera à la fin des interventions. Moi, j'avais une question pour Jean-François. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus justement, si on revient sur le B2B, finalement, en quoi consiste le B2B chez Dalkia? Quels sont vos types d'actions aujourd'hui? Alors, Dalkia donc, est une entreprise qui a plus de 80 ans, qui est depuis très longtemps sur les services énergétiques. Et donc, on accompagne les industriels, les grands groupes tertiaires ou les grands bailleurs sociaux privés ou publics, les hôpitaux, dans leur plan de performance énergétique. Donc, on est vraiment exclusivement sur le marché B2B. Et aujourd'hui, il faut… en fait, il y a des opportunités à saisir avec notamment le plan de relance industriel et tous les dispositifs publics, notamment de l'ADEME, pour accélérer les solutions qui permettent de moins consommer, de mieux consommer. Et donc, on a une accélération de la demande du marché d'affaires
que ce soit des PME, des grands groupes, de l'agroalimentaire, l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, enfin, les hypermarchés. Voilà, ils ont tous besoin de continuer à travailler, mais en isolant mieux leurs bâtiments, en gérant mieux la chaîne du froid. On a la crise Covid aussi, où tout ce qui est sanitaire et les hôpitaux ont besoin de beaucoup plus de travailler finement le traitement de l'air. Et donc, Dalkia a une filiale qui sait faire ça pour pouvoir à la fois maîtriser le chaud et le froid dans les hôpitaux, mais aussi maîtriser le niveau d'hygiène et de qualité de l'air dans les hôpitaux. Voilà, donc ça fait une explosion, entre guillemets, de besoins, de demandes. Alors, on n'est pas tout seul, hein, Dalkia sur le marché, il y a des concurrents, mais on est un des plus vieux opérateurs qui se transforme et qui agrège toutes les techniques du numérique pour accompagner les besoins de nos clients sur la smart city, les smart buildings, hein, tout ce qui est la data au service de la transition énergétique. Et donc, on doit continuer à s'adresser au marché B2B. Mais la grande difficulté de notre entreprise, c'est que si on veut demain attirer de nouveaux talents, il faut aussi, et ce que disait Yamina tout à l'heure, s'adresser au grand public. Et ça, c'est très difficile parce qu'on n'est pas une marque. Vous n'allez pas avoir des pubs Dalkia à la télé comme les pubs EDF ou Engie. Hein. Et si on veut être connu, entre guillemets, des futurs talents de demain et les attirer chez nous, eh bien, il faut qu'on développe une stratégie de com marque employeur. Et donc, moi, ça va être une de mes priorités sur fin 2021, début 2022, pour dire, voilà, on existe, regardez, on a des missions intéressantes, porteuses de sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes sont à la recherche de jobs où ils vont, entre guillemets, avoir un métier utile. Et donc, ça, c'est plutôt une belle opportunité. Mais la difficulté, c'est voir comment on arrive à les toucher quand on n'a pas des budgets publicitaires massifs. Et donc, c'est là où les réseaux sociaux nous permettent de faire plus de choses. Donc, on va essayer d'être un peu plus agile dans ce domaine. Donc, voilà, il y a des belles choses, beaucoup de transformations avec ces bouleversements qu'on connaît au niveau énergétique, avec la fin du thermique. Hein. Et donc, sur le B2B, des beaux jours, des belles perspectives, mais encore aussi des enjeux en matière de B2C pour essayer d'être visible du grand public. Alors, vous, en termes de vente, vous vendez directement aux entreprises, donc on a pris l'exemple d'un supermarché, ou est-ce que vous avez des revendeurs, des prescripteurs ou des personnes qui vont faire des travaux, par exemple? Non, alors on a la vente, entre guillemets, en direct de services énergétiques. Par exemple, on a ce qu'on appelle des contrats de performance énergétique. On va, entre guillemets, contractualiser avec un hypermarché en disant, voilà, moi, j'ai besoin de faire tant d'économies d'énergie sur l'année. Donc, contractuellement, on s'engage sur, je sais pas moi, moins 30% de sa consommation d'énergie. Si on atteint ce résultat, entre guillemets, on est rémunéré au bonus qui était prévu. Si on est en dessous de cet objectif, on va avoir une pénalité et on va, entre guillemets, rendre, entre guillemets, des finances à notre client. Donc, on a ces mécanismes de contrat de performance énergétique qui est un des services que l'on développe. Mais après, il y a tout ce qui est la filière travaux. Et donc, Dalkia a des entités propres qui font des travaux pour rénover les bâtiments. Pour aussi, on travaille beaucoup sur la récupération. Aujourd'hui, la meilleure énergie, c'est certes celle qu'on ne consomme pas, mais c'est aussi celle qu'on peut récupérer. Il y a beaucoup d'industriels qui, par leur chaîne de fabrication, ou même des bureaux, hein, où il y a de la déperdition d'énergie. Notre travail, nous, c'est de regarder à travers, on numérise, on fait des jumeaux numériques des bâtiments de nos clients. On a une expertise qu'on travaille avec une start-up qui s'appelle Metron pour pouvoir faire des jumeaux numériques des bâtiments de nos clients. Et on simule partout où on peut arriver à gagner de la maîtrise de l'énergie. Et à travers ce numérique, on fait ces simulations et après, on les met en œuvre sur le terrain. Et derrière, on a des vrais jusqu'à 40% d'économie d'énergie. Et donc, c'est entre guillemets économiquement rentable pour l'industriel, pour le client, mais aussi au niveau environnemental, puisque c'est autant de CO2 qu'on ne rejette pas dans l'environnement. Donc, c'est plutôt des solutions en plein boom et qui nécessitent beaucoup d'investissements, donc beaucoup de postes à venir sur tout ce qui est data scientist. Le monde de l'énergie va vraiment beaucoup s'orienter sur ça, sur le numérique au service de la transition énergétique, mais le numérique, il va être aussi valable dans l'agroalimentaire, dans le marché des consommateurs, de la grande distribution. Donc voilà, c'est vrai que
le numérique intervient beaucoup dans tous nos secteurs d'activité et bouleverse un petit peu la donne. Et donc, il y a des opportunités de carrière pour les gens qui nous écoutent, quoi. Très bien. Alors, si on revient à la problématique de la recherche d'emploi, donc évidemment, il y a tout ce qui tourne autour des… enfin, un des moyens principaux, c'est de chercher via des job boards, des sites d'annonces. Souvent, on entend dire que une grosse partie du marché de l'emploi est cachée et donc n'est pas visible, par exemple, sur les sites d'emploi. Comment justement arriver à atteindre ce marché Alors, effectivement, tout n'est pas visible parce que vous avez beaucoup de sujets qui sont totalement confidentiels et donc forcément qui ne peuvent pas apparaître sur le site de l'entreprise ou sur le site du chasseur de tête. Voilà, nous, c'est un peu notre quotidien. Hein. On a certaines annonces qui apparaissent sur notre site et puis beaucoup d'annonces qui ne sont pas sur le site parce qu'effectivement, on est tenu à l'aspect confidentiel pour nos clients. Et par rapport à ce que je disais, je vais effectivement lever ce point sur cette histoire de B2B, effectivement, de marque employeur pour attirer les bons candidats, etc. Je suis totalement d'accord. Finalement, on a des métiers qui sont extrêmement complémentaires. Parce qu'effectivement, quand on est chasseur de tête, sa première valeur ajoutée, c'est d'être capable d'identifier les bons profils. Et puis la deuxième, c'est d'être capable de raconter la belle histoire. Donc, c'est un véritable storytelling. Et effectivement, souvent, vous allez approcher effectivement un candidat qui n'est pas du tout dans le secteur d'activité de votre client. Enfin voilà, et forcément, c'est d'essayer de lui donner à voir l'entreprise différemment. Et ça, c'est vraiment, je pense, un point extrêmement important. Et en tous les cas, nous, c'est notre quotidien et c'est ce qu'on s'efforce de faire. C'est effectivement finalement, on devient les ambassadrices de nos clients. Et c'est effectivement quelle histoire je vais raconter. Bien sûr, qu'elle soit dans la vérité, mais et voilà, de dire les choses et de montrer à voir des choses qui finalement, si on n'est pas à l'intérieur de l'entreprise, on ne peut pas les imaginer. Voilà. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important d'avoir cette partie-là du métier. D'où effectivement le côté complémentaire. Par rapport à ta question, Stéphane, c'est vrai que un recruteur, et que ce soit en entreprise ou un chasseur de tête, il y a deux façons d'aller chercher des gens. Il y a d'abord, il faut qu'on ait un vivier. Donc effectivement, il faut qu'on ait… et on a des candidatures spontanées, donc on recueille des CV que l'on reçoit au fur et à mesure. Et on garde en général les plus efficaces, pertinents, pour le jour où on a des postes à pourvoir. Et moi, ça m'arrive de piocher dedans parce que j'ai été interpellé par un CV plutôt… la forme, la personnalité qui s'en dégage. Voilà, j'ai pas forcément de besoin, mais je me fais un vivier. Donc, c'est déjà un premier moyen de sourcer. Voilà. L'autre moyen de chercher et d'être au bon moment, d'être la bonne personne au bon moment, c'est d'être à l'affût, c'est de faire marcher son réseau. Enfin, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de recette miracle. C'est très difficile. Savoir quand on tombe à point pour pouvoir répondre à un besoin, il n'y a pas de recette miracle, mais déjà, faites marcher vos réseaux, le bouche à oreille en disant bah, tiens, ouais, je sais que moi, dans telle boîte, ils recrutent, où il y a un gros chantier qui va sortir. Voilà, c'est vos lectures, vos réseaux, votre curiosité, encore une fois, qui peut faire qu'il faut surfer sur la vague, avoir une réponse adaptée avec un CV un peu sur mesure et une lettre de motivation pareil, qui colle à l'entreprise, plutôt qu'un truc un peu large où on envoie à 100 entreprises la même lettre, le même CV, où là, les chances de réussite sont quand même beaucoup plus minces. Donc là encore, sa stratégie de recherche, c'est vraiment, comme en marketing, il faut avoir une cible, travailler sa cible et avoir un produit. Vous vous marketez et votre CV devient un produit, votre personnalité devient un produit et il faut essayer de coller à l'attendu du recruteur. Si c'est un miracle, vous tombez au moment où il recherche quelqu'un et là, tout va bien.
Si ce n'est pas le cas, au mieux, vous êtes dans son vivier. Et moi, je vous dis, on a besoin aussi d'avoir un vivier qu'on renouvelle tous les ans. Voilà, un vivier de CV qu'on se garde. Alors justement, quels sont les petits tuyaux ou les méthodes pour construire son réseau et puis ensuite l'entretenir et l'animer? Alors, déjà, peut-être qu'effectivement, par rapport à Jean-François, chez Suzanne, on a une méthode qui est très différente. Puisqu'effectivement, vous êtes dans une position où vous passez des annonces et vous attendez les candidatures. Nous, on n'est pas du tout sur cette logique-là. C'est-à-dire que nous, on part d'une problématique client et on va chercher les profils adéquats. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir. D'où l'importance des fameux mots-clés, d'où l'importance d'avoir un profil bien structuré, etc., de façon à ce qu'effectivement, vous ressortiez au moment des recherches. Effectivement, on a bien entendu une base de données, puisque le cabinet existe depuis 18 ans, mais ça évolue, ça vit. On travaille sur des métiers qui n'existaient pas. Voilà, je prends la population, notamment les data scientists. On travaille beaucoup sur la data. C'est des profils qui sont très demandés dans les entreprises. Ce sont des candidats qui ne bougent pas forcément. Donc voilà, il y a tout un travail. Donc déjà de les identifier, d'aller leur parler et ensuite de leur donner envie d'eux. Donc vous voyez, la démarche elle est un peu différente. Après, pour l'histoire du réseau, un réseau en fait s'entretient toute sa vie. Clairement, la plus grosse erreur que moi je vois au niveau effectivement des candidatures, c'est que une partie entretient son réseau finalement quand elle sort d'une entreprise. Et là, on sort après 10 ans, 15 ans, dans une grande boîte, on se retrouve à chercher un job. Et du coup, on se rend compte que ça fait 15 ans qu'on n'a vu personne, ça fait 15 ans qu'on n'a pas été visible, on se remet à faire son CV, à remettre à jour son profil LinkedIn, etc. Malheureusement, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument fuir. Il faut être, je ne dis pas qu'il faut être à l'écoute en permanence, mais en fait, vous êtes dans les meilleures conditions quand vous ne cherchez pas de job, idéalement. Donc, voilà, donc il y a plusieurs phases. C'est effectivement, et effectivement, c'est vraiment d'entretenir son réseau, de se dire que les choses, elles peuvent évoluer. Aujourd'hui, on ne reste plus dans une entreprise pendant 15 ans. Enfin, voilà, je veux dire, le rapport au travail a énormément changé et ça veut dire effectivement être en permanence dans dans un travail je rencontre les gens, je vais assister à des conférences, je communique, alors je dis plutôt des choses intelligentes. Enfin voilà, j'assure finalement ma visibilité, ce qui fait que voilà, du jour au lendemain, si vous vous retrouvez à chercher un job, les gens ils vous connaissent. Voilà, parce qu'effectivement, vous avez travaillé tout le processus. Voilà, donc ça, c'est vraiment… pour moi, la chose la plus importante, c'est vraiment de travailler son CV voilà, en permanence. Pour compléter ce que disait Yamina, c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est que vous ayez… Enfin, pour moi, le networking, c'est vraiment un état d'esprit. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ma vision. Et il faut que vous ayez aussi une vision de long terme. Et ne pas être uniquement, on va dire, d'avoir des échanges uniquement intéressés en se disant je vais parler que à cette personne parce que je sais qu'il travaille chez L'Oréal et que je vais travailler chez L'Oréal. Évidemment, il faut être stratège et opportuniste. Et c'est l'occasion, si vous rencontrez un événement, quelqu'un de chez L'Oréal, d'échanger. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut donner pour recevoir. Et c'est vrai dans la vie finalement, où peut-être que moi je vais échanger par exemple avec un étudiant
Et donc, ça va me prendre du temps. Et donc, certains se diront, bah, de toute façon, les étudiants, ça ne m'intéresse pas, ça va rien m'apporter. Mais au contraire, déjà, quel que soit son niveau d'expérience, on a des choses à apprendre, des choses à partager. Et puis, demain, l'étudiant sera peut-être quelqu'un qui va intégrer une société ou cherche un directeur marketing et il va pouvoir me mettre en relation. Et donc, ça, c'est vraiment important, vous avez cette vision de long terme. Soyez curieux. Ça, c'est vraiment aussi important. On en a déjà parlé, mais on est dans des métiers qui bougent beaucoup, où il faut encore une fois se mettre à la place du curieux, poser des questions et essayer vraiment d'avoir cette vision, on va dire, à long terme. Et plutôt que de rajouter automatiquement sur LinkedIn des personnes pour se dire c'est super, j'ai 2000, 3000, 4000, 4000 personnes. L'important, c'est au-delà du nombre de personnes, c'est est-ce que ces personnes vont vous apporter quelque chose ou est-ce que vous pouvez leur apporter quelque chose? Et puis, quel est votre niveau de relation avec? Si vous avez 4000 personnes dans votre réseau et que il y en a peut-être que 10 que vous voyez une fois par an, bon, ben, en fait, vous avez un réseau de 10 personnes, vous n'avez pas un réseau de 4000 personnes. Donc, ça, c'est important. On est de plus en plus, les outils facilitent les échanges, mais c'est important qu'on ait que soit vous participiez à des événements en physique, soit que n'hésitez pas à solliciter des personnes, leur proposer d'aller boire un café pour ne serait-ce que les interroger sur leur actualité. Voilà, donc le réseau est de plus en plus important, de plus en plus efficace. On a aussi une nouveauté au niveau des entretiens, enfin en tout cas de plus en plus, des entretiens en visio. Est-ce que, voilà, comment vous les avez vécu en tant que recruteur? Et puis, est-ce que vous avez vu des choses à ne pas refaire côté candidat, par exemple? Alors moi, je trouve que j'ai dû recomposer mon équipe il n'y a pas très longtemps. Et donc, les entretiens se sont tous passés en visio. Il y a un piège à éviter. Imaginez bien que quand on vous voit à la caméra, on voit quand il y a un écran à côté et que vous lisez votre CV ou des dates clés, ou etc. Quand vous êtes sur un entretien, je regarde l'écran, je regarde mon interlocuteur. Il faut faire comme si on était dans un rapport humain et essayer de garder la connexion avec le regard de l'autre. C'est tentant, parce que c'est vrai que quand on est à distance, on se dit je peux avoir un peu mes antisèches et voilà, et ça se voit parce qu'il y a un léger décalage dans le regard et dans l'attention que vous nous portez. Donc ça, est absolument évité. Voilà, et là encore, dans la visio, faut être naturel, il ne faut pas essayer de trop en faire avec un environnement particulier. Je pense qu'il faut y aller comme si vous étiez en échange direct, en étant vous-même et en essayant d'être le plus connecté à la personne que vous avez en face. Ça, c'est moi, en tout cas, les quelques petits bugs que j'ai vus récemment, des gens qui menaient leur entretien, mais avec une anti-sèche à côté, quoi. Diana, comment on se prépare à un entretien en visio? Alors, il se prépare comme un entretien en présentiel. Effectivement, je suis d'accord avec toi, François, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller à cet entretien et faire cet entretien comme si vous aviez vraiment la personne en face de vous. Donc, on évite toute fioriture, etc. Enfin, la sobriété, voilà, comme si vous alliez de la même façon que si vous alliez à un entretien physique. Et voilà, c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut vraiment vous mettre dans de bonnes conditions et ne pas imaginer que parce que vous êtes en visio, c'est beaucoup plus simple, etc. Enfin, on peut faire passer certaines choses, etc. Donc ça, c'est important. Et puis le deuxième point, c'est le conseil que je donnerais, c'est effectivement de donner, peut-être avoir un peu plus de sa personnalité, parce qu'effectivement, il y a cette distance qui, malgré tout, reste un frein sur la compréhension totale. Donc, c'est effectivement de raconter un peu plus qui on est, ce qu'on est, sa personnalité, de façon à ce que le recruteur puisse vous connaître un peu mieux et vous orienter sur un projet en phase avec votre culture, avec la culture de l'entreprise également. Donc ça, je pense que c'est assez important, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut aller peut-être un petit peu au-delà de ce que vous aviez l'habitude de faire en entretien physique, en présentiel. Oui, parce que c'est vrai, Yamina, tu as raison, c'est beaucoup plus froid un entretien en visio, et les techniques qui permettent de réchauffer un peu la relation, de l'incarner un peu plus, c'est vrai que c'est quand même appréciable.
parce que sinon, c'est pour un recruteur, pareil, assez déroutant. Et donc, les gens qui sont plus à l'aise, en tout cas, qui vont trouver les petites astuces pour se raconter ou en tout cas dévoiler un peu plus de choses, c'est appréciable. En tout cas, moi, de mon côté, je pense que c'est une bonne astuce. On en avait parlé, je crois, Stéphane. J'ai eu le cas d'une candidate où, à un moment donné, je vois le petit chat passer. Bon, voilà. Bon, j'adore les chats, c'est pas un problème. Mais voilà, est-ce qu'on irait en entretien avec son animal en présentiel? Je ne suis pas certaine. Donc, effectivement, mettez-vous vraiment dans les conditions identiques. Et alors, une fois qu'on a décroché ce premier entretien, que l'entretien se passe bien, en tant que candidat, comment je fais pour relancer le recruteur? Alors, déjà, effectivement, on remercie la personne, etc., par rapport à l'entretien qu'on a fait. Et puis, vous voulez dire si, par exemple, le recruteur n'a pas forcément le poste. Non, c'est déjà, j'ai pas de nouvelles. J'ai passé l'entretien le lundi. Je laisse passer quelques jours. Quand est-ce qu'il faut relancer? Comment est-ce que je l'appelle? Est-ce que je lui envoie un email? Enfin, Alors, après, tout dépend aussi de la façon dont vous vous êtes quitté avec voilà, le c'est ça. recruteur. C'est-à-dire que si le recruteur vous dit, ben voilà, j'attends votre retour par rapport à nos échanges, votre profil nous intéresse et potentiellement peut intéresser notre client. Et en revanche, j'ai besoin d'avoir un peu de recul et de comprendre un peu ce qui va vous intéresser sur le projet. Donc, faites-moi un retour, soit par téléphone, soit par écrit. Donc, voilà, tout dépend de la façon dont on se quitte. Après, ça peut être, moi, je me suis déjà retrouvée dans des configurations où j'ai expliqué à des candidats que je trouvais que c'était de très très bonnes candidatures. En revanche, elles n'étaient pas en phase avec la culture du client. Donc, voilà, c'est vraiment une histoire de tout le monde est gagnant, tout le monde doit être considéré comme gagnant dans l'histoire. Et donc, voilà, donc effectivement, après, si le chasseur n'a pas forcément le job, rien ne vous empêche d'envoyer un petit mail, voilà, tous les 2-3 mois. Mais, voilà, mais sachez que à partir du moment où on a les postes, si on a le candidat, on ne va pas s'en priver. Hein. Oui, c'est sûr. Mais s'il y a le bon candidat pour le bon poste, on ne s'en prive pas. On va le chercher. Moi, je dirais juste, là encore, il faut montrer de l'intérêt. Moi, j'apprécie quand j'ai eu un entretien qui s'est bien passé avec un candidat. Dans le lot, il y a toujours 5-6 qui sortent voilà, du lot et je vais devoir en choisir un dans cette équipe. Celui qui va avoir la petite attention, qui m'a fait un petit mail le lendemain ou autre, pour me dire j'ai particulièrement apprécié notre échange et encore une fois, je témoigne ma motivation ou l'intérêt. Voilà. C'est des petites choses, mais c'est cette somme de petits détails aussi qui fait que ça continue, entre guillemets, à vous mettre dans la bonne case. Et des fois, c'est des détails parce que quand il y a une concurrence forte, il faut des fois départager par des choses un peu comme ça, un peu qui paraissent légères. Mais voilà, entre deux candidats, s'il y en a un qui a été parfait, enfin, deux candidats parfaits, mais il y en a un qui a eu un petit peu plus de motivation, on se dit, je vais plutôt choisir celui qui m'a montré son envie. Voilà. Donc, ça, c'est des petites astuces aussi qu'il ne faut pas négliger. Ça permet aussi de voir votre capacité à écrire. Bon, les gens le font. Hein. Oui, les gens le font. Nous, dans notre méthodologie, on le demande régulièrement. Effectivement, quand on a expliqué à un candidat, candidate, l'environnement, le client, etc., on demande à cette personne qu'elle nous fasse une restitution, la façon dont elle se projette, pourquoi, comment, etc., de façon à effectivement de se dire est-ce que la personne a bien compris les enjeux du job, est-ce qu'on est en phase culturellement, vous voyez, donc ça c'est quelque chose que nous demandons aux candidats que nous recevons parce qu'effectivement ça nous paraît important parce que nous on est un peu alors on est dans un modèle un peu différent d'une entreprise parce qu'effectivement on est chasseur de tête donc on va chercher les candidats, mais c'est vrai qu'on essaie vraiment d'établir une relation d'adulte à adulte de même niveau. On casse ce côté recruteur-recruté. Voilà, il n'y a pas le plus fort, celui qui fait l'entretien, et le moins fort, le candidat-candidate. Donc, vraiment, on essaie de faire en sorte
de poser les choses à plat de façon à avoir un échange professionnel. Voilà, on n'est pas là pour coincer les gens. Enfin, voilà, moi, je pense qu'on ne ferait pas ce métier si ne nous intéresse pas. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Donc, Est-ce qu'il y a, alors ça s'adresse à vous deux, hein, est-ce qu'aujourd'hui il y a des postes sur lesquels vous recrutez? Voilà, si vous voulez, si vous avez un ou deux postes en marketing communication sur lesquels vous souhaiteriez partager. En fait, Dalkia, tout au long de l'année, recrute pas mal de monde, hein, je disais 2000 personnes. C'est vrai que c'est surtout sur la population de techniciens, donc du bac pro jusqu'au bac +2 qu'on va chercher. Mais on a aussi des ingénieurs ou des écoles de commerce dont on a besoin sur des postes effectivement de marketeurs, de développeurs, hein, ou de commerciaux purs. Donc oui, tout au long de l'année, il ne faut pas hésiter à surveiller les offres d'Alkia ou à envoyer des candidatures spontanées. On va d'ailleurs revoir justement cette stratégie un peu de marque employeur, revoir notre site web pour qu'il soit beaucoup plus dédié à la description des postes dont on a besoin et pour qu'on aille plus à l'essentiel, au sourcing des profils et qu'on puisse voir les postes à pourvoir chez nous et qu'il y ait une connexion plus facile, plus rapide avec les recruteurs. Donc ça, c'est une stratégie de refonte du site web pour en faire un levier de canalisation des candidats. Ça, c'est un vrai besoin pour nous. Alors, je peux plutôt répondre que nous, tout profil issu du digital, de la data, de l'innovation, du marketing, de la communication, par définition, nous intéresse. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est effectivement, c'est de se dire… voilà. Après, effectivement, en ce moment, il y a des profils qui ont un peu plus de succès que d'autres, etc. C'est vrai que bon, voilà, le digital, c'est très porteur. La partie data, c'est également très porteur. Enfin, voilà, il y a des fonctions qui effectivement sont assez demandées. Quand on est sur voilà, on a des directions marketing, aujourd'hui, voilà, le métier du marketeur a pas mal évolué. Donc, on lui demande quand même d'avoir une vision assez… On lui demande en fait finalement d'être à la fois un généraliste spécialiste. Donc c'est compliqué. Il faut avoir aussi des compétences en data. Enfin, voilà, il faut être plutôt international. Donc, bon, voilà, c'est les critères qui reviennent souvent. Il y a un point que j'aimerais aborder, Stéphane, c'est la lutte contre les clichés. Parce que dans notre secteur de l'industrie, beaucoup de jeunes femmes ou de femmes en général ne pensent pas à venir sur les métiers techniques ou scientifiques. Et nous, entre guillemets, c'est un vrai souci, hein, parce que derrière, on se prive de compétences et de la diversité dans l'entreprise. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille à tous les niveaux, que ce soit les chasseurs de tête, les recruteurs, les entreprises, les formateurs, les écoles, les associations comme la vôtre, pour vraiment casser ces espèces de clichés. Il y a des belles professions et des beaux jobs dans les métiers techniques ou scientifiques. Et ce n'est pas parce que on vous a, entre guillemets, destiné à telle ou telle filière. Voilà, n'hésitez pas à venir, à demander à ouvrir les portes et à regarder. Et ne vous interdisez rien quand vous êtes voilà, des jeunes femmes. Les carrières techniques, il y a des très belles professions et on manque, nous, de jeunes femmes dans ces métiers techniques. Tout ce qui est aussi l'encadrement, le management, là aussi, où il y a des qualités humaines intéressantes chez les hommes, chez les femmes. Hein, voilà, mais on se dit, ça m'attire moins parce que c'est des métiers d'hommes, c'est un métier technique, etc. Donc, ça va être un univers très masculin, très macho. Non, il faut casser ça et on a besoin de tout le monde pour pouvoir casser ces représentations. Donc, ça, c'est aussi un conseil qui est valable pour l'énergie, mais dans pas mal de domaines aujourd'hui. Je peux en témoigner. Je peux en témoigner parce que moi, je suis responsable marketing au sein de la société EFIA Stationnement. Donc, le monde du parking, c'est absolument pas glamour. Quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, oulala, Tani, t'y vas pas. C'est plutôt effectivement un monde très masculin. On n'a pas le capital sympathie, en plus, quand on fait du marketing dans le domaine du parking.
Et très rapidement, je me suis épanouie. J'adore ce que je fais. Ça fait maintenant presque 12 ans que je suis chez EFIA. J'ai évolué petit à petit. Donc, comme le disait Jean-François, il faut y aller. C'est-à-dire que on peut toujours se tromper. On a le droit de changer de boulot. Et moi aussi, quand j'ai terminé mon école de commerce, je voulais aller dans le domaine du luxe, de la mode, de l'alimentaire. Donc, j'ai travaillé dans l'informatique quelques années pour un distributeur Apple. Et finalement, quand j'ai souhaité changer, j'ai eu une super opportunité. Voilà, donc effectivement, je peux en témoigner, il faut y aller, il faut oser, et il y a des univers merveilleux à découvrir. Et puis, c'est comme ça que vous ferez changer les entreprises. C'est-à-dire que vous serez vous-même le changement pour faire évoluer les mentalités et ces codes un peu parfois machistes ou, voilà, qui doivent cesser quelque part. Alors, on va bientôt passer à la phase de networking. Avant, on avait quelques questions. Alors, il y a une très, très bonne question de Rosanne. Aujourd'hui, on arrive en entretien, le recruteur souhaite qu'on puisse se projeter sur le poste, hein, qu'on puisse à la fois apporter des critiques, surtout des propositions. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? C'est-à-dire que d'un côté, le recruteur va nous dire qu'est-ce que vous pensez de mon site internet, par exemple, si c'est un poste digital. Et d'un autre côté, il ne faut pas non plus arriver les pieds dans le sabot, enfin comment dire, paraître trop prétentieux. En disant, le site internet, c'est une catastrophe. Faut tout refaire, etc. Comment est-ce qu'à la fois on fait des propositions sans vexer la personne? Typiquement, si Jean-François reçoit un candidat une fois que vous avez refait votre site internet et que, sachant que vous avez passé au moins 1 an sur le projet, et qu'on vous dit bon, votre site, c'est une catastrophe. Moi déjà, entre guillemets, j'aime être bousculé, mais au sens du terme, il faut un tout petit peu de diplomatie. Voilà, dans cette question, il y a deux façons de la traiter. Il y a effectivement le côté regard porté par le candidat sur l'entreprise elle-même. Si moi, il y vient pas, je vais lui demander. Parce que quelque part, moi, j'ai besoin d'avoir un retour sur comment il nous perçoit. Recruter quelqu'un, et c'est pareil avec un chasseur de tête, c'est une sorte de couple. Hein. On a besoin qu'il y ait, entre guillemets, de l'attention, de l'envie de la part du candidat, mais que le candidat ressente aussi de l'intérêt, de la curiosité vis-à-vis de lui. Et donc, je vais forcément, moi, lui demander qu'est-ce qu'il pense de notre site internet, de notre communication, ne serait-ce que pour savoir s'il a été curieux et comment il se démarque par rapport à ça. Alors évidemment, il ne faut pas sortir, franchement, c'est nul, vous êtes horrible dans ce que vous avez fait. Il faut l'amener avec diplomatie, mais avec des choses qui montrent que vous avez un regard critique et donc que vous êtes la bonne personne parce que vous avez un avis sur le sujet. Donc ça, c'est déjà une bonne façon de montrer de l'intérêt et que vous avez travaillé votre entretien. Et l'autre point que je décode de la question, c'est plus par rapport à vous-même. Comment, si le recruteur ne vient pas à vous demander quels sont vos axes de progrès, vos petits défauts, et que vous voulez, entre guillemets, bien vous vendre et que vous avez peur de trop vous vendre, etc. Là encore, je pense qu'il faut éviter de sortir les lieux communs sur je suis perfectionniste, je suis trop travailleur, Là encore, ça se travaille avant. Sachez travailler vos forces autant que vos faiblesses. Être lucide par rapport à ça, c'est pas la peine non plus de dire des défauts trop graves. Hein. On est bien sûr là pour un tout petit peu embellir un peu les choses, mais un discours de vérité. Je pense qu'il faut être honnête. Et puis, si par exemple vous êtes quelqu'un qui aujourd'hui, dans le début de votre carrière, vous n'êtes pas quelqu'un qui est à l'aise avec le conflit, vous aimez plutôt les relations apaisées et vous cherchez toujours le dialogue, ça peut être une façon de dire que dans les situations de conflit, ce n'est pas toujours pour vous évident, mais qu'au fur et à mesure, vous y travaillez et que votre goût pour le relationnel vous force à aller chercher, voir comment on trouve des solutions quand vous êtes avec des rapports plus conflictuels. Voilà, c'est un exemple. Il ne faut pas forcément devancer la question du recruteur, mais pour autant, il ne faut pas non plus que la copie soit trop belle, quoi. Et le truc trop parfait est un peu suspect. Souvent. Oui, et puis pour rebondir sur le point des recommandations, ce qui est important aussi, c'est
enfin, c'est ce que disait aussi Jean-François, c'est le fait de montrer, en fait, déjà d'arriver avec des éléments d'audit finalement et de recommandation, ça prouve une certaine motivation. Moi, j'ai déjà vécu un entretien, on m'a dit, écoutez, c'est simple, vous êtes 4, il y en a 2 qui sont venus avec une vraie recommandation et 2 autres qui ont à peine vu le site internet. Bon, je travaille dans le digital, donc c'est vrai que ça s'y prête. Tous les métiers s'y prêtent pas forcément, parce qu'on peut pas faire un audit ou des recommandations si on n'a pas les chiffres, si on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Mais typiquement, vous avez un post sur les réseaux sociaux. Il faut que vous ayez passé du temps sur les réseaux sociaux, que vous arriviez avec des propositions. Il y a la majorité des choses, ce seront des choses qui auront déjà été vues par l'entreprise, mais ça permettra de confirmer que vous avez le même état d'esprit, que vous avez euh, vi- la même vision du job en interne et par rapport aux candidats. On avait une dernière question qui était, on revient sur la problématique du secteur d'activité dans lequel j'ai pas jamais travaillé. Une personne qui veut travailler dans le marketing et la communication, qui souhaite travailler dans le tourisme et l'hôtellerie, mais qui a fait une école plutôt généraliste versus une école spécialisée ou une école hôtelière. Comment est-ce que cette personne peut se démarquer? C'est ça? Oui, oui. Pardon. J'ai envie de dire que c'est toujours le même discours qui revient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a construit son discours, que c'est argumenté, qu'on a cette capacité à dire je viens de ce secteur et votre secteur m'intéresse pour telle et telle raison et je sais que je peux vous apporter telle et telle chose, voilà, c'est possible. Mais il faut se poser, vous, la question. Ça, c'est certain, et essayer de vraiment construire. Je répondrai de la même façon à à quel moment on émet une sorte de critique à une entreprise. C'est comme tout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est intelligent, c'est construit, c'est bienveillant, j'ai envie de dire, c'est génial, parce que là, vous êtes dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que le recruteur, il est heureux parce qu'il se dit, c'est super, on a des candidats qui, effectivement, se posent des questions, etc. Donc, voilà, le tout, c'est que ce soit une critique constructive, bienveillante et surtout argumentée. À partir du moment où c'est argumenté, je pense que ça n'est que positif. Très bien, écoutez, on va conclure donc cette partie table ronde des questions.